Il est sur une chaire, il a deux micros qu'il ajuste devant sa bouche et son regard est fixe. Cet homme s'appelle Philippe Simon. Devant lui, plus de 3000 personnes. Des entrepreneurs, des rêveurs, des curieux, des sceptiques. Certains ont fait des heures d'avion pour arriver là, d'autres juste quelques stations de métro. Tous venus pour une promesse, le retour. Mais lui ne voit plus la foule. Il voit les visages dans la foule. Ceux qui l'aiment, ceux qui doutent et surtout ceux qui l'attendent au tournant. Dans la première rangée, il y a un jeune homme qui a payé pour une formation et qui espère encore que son rêve devienne concret. Un peu plus loin, une femme qui note chaque mot, prête à juger chaque faille. Derrière les caméras, il y a des journalistes venus guetter le moindre faux pas. Le petit tremblement de voix qui confirme leurs soupçons. Le roi est libre. Sur ses épaules, Philippe porte bien plus qu'un micro-cravate. Il porte 150 ans d'histoire de mutilation. L'histoire d'un continent qu'on a fait douter de sa propre lumière. Il porte le regard d'une diaspora partagée. Partagée entre une diaspora qui est convaincue qu'il ne faut pas rentrer au pays, que la France c'est chez nous, et une diaspora qui est convaincue qu'il faut retourner en Afrique. Cette diaspora un peu perdue, cette diaspora qui n'arrive plus à savoir où elle est vraiment chez elle. Et ce soir-là, dans cette salle pleine à craquer, on n'est pas seulement dans une conférence. Ce soir-là, c'est un jugement silencieux. Un combat entre deux forces, le rêve et la défiance. L'espoir d'un continent qui se redresse et la peur que tout s'effondre si Philippe venait à tout laisser tomber. Parce qu'il faut l'avouer, si ce mouvement s'arrête, si Back to Africa devient un souvenir, si Back to Africa cessait tout simplement d'exister, ce ne serait pas juste la fin d'un business. Ce serait comme éteindre la dernière étincelle qui disait aux jeunes, le retour est possible.